Bonjour la famille, bienvenue à l'histoire avec Mavisy. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. La vie de Michael s'était installée dans une routine confortable d'affection familière avec Emily, sa femme depuis 7 ans. Leur maison en banlieue était soigneusement nichée à l'ombre de chaînes tentaculaires, un témoignage de leur amour partagé pour le calme et la paix, loin de la ville animée où Michael travaillait. Ils partageaient des soirées remplies de doux rires autour de repas faits maison et des matinées de week-end à paresser avec les journaux et du café frais. Pourtant, au milieu de ce bonheur domestique, un sentiment tenace d'agitation avait commencé à naître en Michael. Cela commença subtilement, une conversation manquée par-ci, un baiser distrait par-là, des signes faciles à ignorer mais cumulatifs dans leur froideur. Michael se retrouvait de plus en plus perdu dans des pensées qui s'éloignaient du foyer qu'il avait construit avec Emily, poussé par une agitation qu'il ne parvenait pas tout à fait à nommer. Cette tension inexprimée trouva une voie le jour où Lorraine entra dans son bureau. Elle apportait avec elle une énergie palpable, ses idées fraîches et sa perspective intrigante. Michael fut attiré par sa vitalité, son rire décomplexé qui remplissait les pièces, et la vivacité de son esprit qui défiait le sien. Les réunions de travail autrefois banales devinrent des sessions qu'il attendait avec impatience, anticipant les débats animés et les sourires partagés qui s'attardaient un peu trop longtemps. Il justifiait cette nouvelle connexion comme une simple amitié de travail, ignorant le courant émotionnel sous-jacent qui menaçait de l'éloigner davantage de son rivage conjugal. Chaque conversation avec Lorraine le laissait plus en conflit, suspendu entre la culpabilité de sa trahison émotionnelle et le sentiment exaltant d'être compris d'une manière dont il n'avait pas réalisé qu'elle lui manquait. Au fil des semaines qui se transformèrent en mois, l'étincelle initiale qu'il avait ressentie avec Lorraine alluma une flamme que Michael ne pouvait plus ignorer. Il commença à inventer des excuses pour la voir en dehors du travail, sous prétexte de discuter de projets, mais ce qu'il cherchait réellement, c'était l'ivresse de sa compagnie. Ces moments volés le remplissaient d'une joie assombrie par la culpabilité, alors qu'il rentrait chez Emily chaque soir, son sourire ne suffisant plus à apaiser le tumulte en lui. Il aimait Emily, il en était certain, mais avec Lorraine, il se sentait vivant d'une manière qui le ravissait et l'effrayait à la fois. La dualité de ses désirs le laissait paralysé, pris entre la vie qu'il avait construite et la vie qu'il imaginait possible. C'était un chemin dangereux sur lequel il se trouvait, chaque pas vers Lorraine l'éloignant davantage d'Emily, chaque moment de bonheur teinté d'un sentiment imminent de catastrophe. La première fois que Michael et Lorraine sortirent seuls, la journée avait été particulièrement chaotique, remplie de réunions successives et de délais urgents. Ils décidèrent de dîner dans un petit restaurant italien près du bureau, sous prétexte d'avoir besoin de se détendre des pressions de la journée. Assis l'un en face de l'autre dans le coin faiblement éclairé du restaurant, la conversation s'éloigna du travail. Lorraine raconta des histoires de ses voyages, ses yeux s'illuminant au souvenir de lieux lointains et d'aventures, son rire résonnant dans le calme bourdonnement de la salle à manger. Michael se trouva captivé, suspendu à chacun de ses mots, le son de sa voix apaisant et excitant à la fois. Il partagea ses propres histoires, trouvant du réconfort dans la facilité de la conversation, la façon dont Lorraine semblait sincèrement intéressée par ses pensées et ses rêves, quelque chose qu'il n'avait pas vécu depuis longtemps. Alors que la nuit avançait, ils s'attardèrent sur le dessert, aucun ne voulant mettre fin à la soirée. C'est alors que Michael réalisa à quel point il était dangereusement proche de franchir une ligne qu'il s'était promis de ne jamais approcher. L'air entre eux était chargé d'une attraction inexprimée, et pendant un instant, il s'autorisa à imaginer ce que ce serait de se pencher par-dessus la table et de l'embrasser. Cette pensée le ramena brutalement à la réalité, la gravité de ses émotions mettant à nu la vérité qu'il avait niée, il tombait amoureux de quelqu'un qui n'était pas sa femme. Le trajet de retour au bureau fut silencieux, chacun perdu dans ses pensées, l'air épais du poids des mots non dits. Michael déposa Lorraine avec un au revoir laconique, la chaleur de leurs conversations antérieures remplacée par une froide terreur de ce qui pourrait arriver s'il continuait sur cette voie. Quand il rentra chez lui cette nuit-là, Emily l'attendait, un doux sourire aux lèvres alors qu'elle lui demandait comment s'était passée sa journée. La culpabilité l'envahit alors qu'il l'embrassait sur la joue, l'odeur de son parfum, un rappel brutal de la trahison qu'il ressentait à l'intérieur. Il la regarda alors qu'elle se retournait vers son livre, le front plissé par la concentration, et pendant un instant, il ne vit pas la femme qu'il avait épousée mais une étrangère qu'il blessait avec ses désirs égoïstes. Il réalisa alors que ses actions, aussi innocentes qu'elles aient pu paraître sur le moment,
avait le potentiel de défaire le tissu même de leur mariage. Restant éveillé cette nuit-là, Michael lutta avec sa conscience, les visages d'Emily et de Lorraine hantant ses pensées, chacun le tirant dans des directions opposées. Les mensonges commencèrent petits, une réunion tardive par-ci, un appel professionnel inattendu par-là, mais bientôt, Michael se retrouva à tisser une toile complexe de tromperie qui s'étendit sur des jours, puis des semaines. Il se disait que c'était pour protéger Emily d'une douleur inutile, pour maintenir sa famille intacte pendant qu'il déterminerait ce qu'il voulait vraiment. Pourtant, à chaque mensonge, il sentait une partie de son intégrité s'effriter, son image d'homme honnête s'érodant sous le poids de ses propres mots. La double vie qu'il menait commença à faire des ravages, le stress se manifestant par des nuits blanches et une anxiété constante qui bourdonnait comme un faible ronronnement au fond de son esprit. Michael voyait l'inquiétude dans les yeux d'Emily, ses demandes croissantes sur son changement de comportement le transperçant de culpabilité, pourtant il se sentait impuissant à arrêter la comédie qu'il avait commencée. Lorraine, de son côté, restait béatement inconsciente du tumulte qu'elle provoquait. Elle voyait leur dîner et leurs conversations tardives comme un amusement inoffensif, un moyen de se connecter avec quelqu'un qu'elle trouvait exceptionnellement fascinant. Pour Michael, cependant, ils étaient une bouée de sauvetage vers une version de lui-même qu'il pensait avoir perdue, quelqu'un de vibrant et de désirable. À mesure que leur relation s'approfondissait, la peur de Michael de perdre les deux femmes grandissait, la femme qu'il respectait et aimait et la femme qui lui donnait l'impression d'être le centre de son univers. Il jonglait avec ces doubles rôles avec une terreur croissante, chaque jour le peignant davantage dans un coin dont il n'était pas sûr de pouvoir s'échapper. Son cœur s'emballait chaque fois que son téléphone sonnait ou bipait, terrifié à l'idée qu'un de ses mensonges soigneusement construits ne s'effondre. Un soir, alors qu'il se préparait pour un autre rendez-vous secret avec Lorraine, Emily le confronta à ses soupçons. Elle avait remarqué le soin supplémentaire qu'il apportait à son apparence, les fréquentes nuits tardives, et la façon dont ses yeux semblaient la traverser, perdu dans des pensées qu'il ne partageait pas. La confrontation fut calme, dépourvue des accusations enflammées qu'il avait redoutées, mais elle le blessa plus profondément que n'importe quelle dispute bruyante n'aurait pu le faire. La déception d'Emily, son sentiment de trahison, était palpable, sa voix tremblante alors qu'elle lui demandait s'il l'aimait encore. L'assurance de Michael quant à son amour sonnait creux même à ses propres oreilles, une défense usée contre la vérité flagrante de ses actions. Cette nuit-là, alors qu'il était allongé à côté d'Emily, écoutant ses sanglots silencieux, Michael réalisa toute l'étendue des dégâts qu'il avait infligés, non seulement à leur mariage mais aussi à la femme qu'il avait soutenue en toutes circonstances. Alors que Michael continuait sa liaison avec Lorraine, la distance émotionnelle entre lui et Emily s'agrandit. Ils devinrent comme deux étrangers vivant sous le même toit, ne partageant que les conversations les plus nécessaires sur les tâches quotidiennes et les nécessités, la chaleur qui avait caractérisé leur mariage se refroidissant en une coexistence polie mais tendue. Michael pouvait voir la confusion et la douleur dans les yeux d'Emily, ses tentatives pour combler le fossé entre eux devenant plus désespérées et fréquentes. Elle suggéra une thérapie de couple, des soirées en amoureux, tout ce qui pourrait aider à retrouver l'intimité qu'ils avaient perdue. Cependant, Michael, pris dans les affres de sa liaison, trouvait des excuses à chaque suggestion, invoquant les pressions du travail et la fatigue, ses paroles aliénant davantage la femme qu'il avait autrefois si bien connue. Ce gouffre grandissant le terrifiait dans les moments de calme, la prise de conscience qu'il perdait Emily, non pas à cause d'une dispute ou d'une rupture dramatique, mais à cause d'un éloignement lent et silencieux qui était entièrement de sa faute. La culpabilité de sa tromperie continue commença à affecter le bien-être de Michael. Il commença à perdre du poids, son visage émacié, ses yeux perpétuellement assombris par une culpabilité que le sommeil ne parvenait plus à soulager. Au travail, il était distrait, ses interactions avec Lorraine ne lui apportant plus la joie d'antan, désormais entachée par le prix de leur secret. Il regarda Emily, elle aussi, changée sous ses yeux. Elle devint plus silencieuse, son énergie vibrante s'estompant, ses sourires plus rares et teintés de tristesse. La maison qu'ils avaient transformée avec amour en foyer ressemblait davantage à une coquille vide, un lieu dépourvu des rires et de l'amour qui avait autrefois rempli ses pièces. Michael savait qu'il était à la croisée des chemins, devant prendre une décision qui pourrait soit réparer ce qu'il avait brisé, soit le briser complètement. Pourtant, la peur le retenait, la peur d'affronter la vérité, d'admettre ses échecs, de faire face à la perte potentielle de tout ce qui lui était cher. Un soir, alors qu'il rentrait tard à nouveau, Michael trouva Emily assise dans le salon obscur, l'attendant. L'air était lourd de mots non dits, la tension palpable alors qu'elle brisait enfin le silence. D'une voix ferme mais remplie d'émotion,
Emily lui demanda s'il était amoureux de quelqu'un d'autre. La franchise de sa question le prit au dépourvu, le dépouillant de toute prétention à laquelle il aurait pu s'accrocher. La pièce sembla se refermer sur lui alors qu'il se tenait là, le poids de ses choix l'écrasant. C'était le moment de vérité, une chance de commencer à réparer ou d'avouer et de laisser tomber. Le silence s'étira entre eux, lourd et plein d'attente, alors que Michael luttait avec sa conscience, sachant que ses prochains mots pourraient marquer la fin de leur mariage ou le début d'un long et difficile chemin vers la rédemption. Malgré l'aggravation de la crise à la maison, Michael se trouva incapable de rompre avec Lorraine. Leur liaison s'intensifia alors qu'ils passaient plus de nuits ensemble, leur rencontre n'étant plus seulement des échappatoires coquettes à la réalité, mais désormais marquée par un désespoir et une urgence que ni l'un ni l'autre ne comprenaient pleinement. Michael rationalisait ses actions en se disant qu'il était allé trop loin, que les dommages causés à son mariage étaient irréparables, et que peut-être il méritait une chance à ce nouveau bonheur. Cependant, ces justifications sonnaient creux lorsqu'il voyait la souffrance continue d'Emily. Chaque jour, il remarquait davantage de signes de sa détresse, des objets déplacés dans la maison comme à la recherche de quelque chose de perdu, plus d'appels laissés sans réponse, plus de silence rempli de ressentiment et de douleur. C'était comme s'ils étaient tous les deux acteurs d'une pièce tragique, les rôles du trahi et du traître trop bien adaptés à leurs âmes réticentes. À mesure que la liaison devenait plus intense, la complexité des émotions de Michael grandissait également. Il était déchiré entre l'exaltation de sa relation illicite et la dévastation qu'il voyait dans les yeux d'Emily chaque fois qu'il rentrait plus tard que promis. La dualité de sa vie était épuisante, et il commença à faillir à ses responsabilités professionnelles et personnelles, son monde se rétrécissant à la bulle secrète qu'il avait créée avec Lorraine. Un soir particulièrement imprudent, poussé par un mélange de culpabilité et de défi, Michael présenta Lorraine à son cercle social, une démarche qui prépara le terrain pour l'effondrement final de son secret. L'événement fut un désastre, les regards confus de ses amis et les conversations chuchotées indiquant clairement que sa liaison n'était plus aussi cachée qu'il l'avait espéré. Les conséquences de ses choix atteignirent leur paroxysme lorsqu'une amie d'Emily, qui avait assisté à l'événement, la confronta à des soupçons concernant le comportement de Michael. La douleur et l'humiliation d'entendre parler des indiscrétions de Michael par quelqu'un d'autre anéantirent le dernier espoir d'Emily que leur mariage puisse être sauvé par le silence et la patience. Lorsqu'elle confronta Michael, sa colère et son chagrin étaient palpables, ses mots transperçant ses défenses et ne lui laissant nulle part où se cacher. Il se tenait là, face au décombre de ses actions, la profondeur de sa trahison pleinement révélée par les larmes qui coulaient sur le visage d'Emily. Ce fut un moment de profonde prise de conscience, une clarté perçante que ce qu'il avait détruit ne pourrait peut-être jamais être entièrement réparé. Le jour où Emily trouva la preuve indéniable de la liaison de Michael marqua un tournant dans leur vie. En nettoyant la maison, une tâche banale devenue son refuge face à son mariage en ruine, Emily tomba sur une pile de lettres cachées entre Michael et Lorraine, rangées au fond d'un tiroir rarement utilisé. Les lettres étaient détaillées, passionnées et absolument dévastatrices. En les lisant, Emily eut l'impression de se noyer, chaque mot une vague déferlant sur elle, l'éloignant davantage de l'homme qu'elle pensait connaître. L'intimité et les projets discutés entre Michael et Lorraine contrastaient violemment avec la distance et la froideur croissante qu'elle avait ressentie à la maison. La trahison lui parut personnelle et profonde, non seulement de leur vœu mais de toute leur histoire commune, chaque souvenir désormais entaché par les mensonges qui les avaient occultés. Confronté à la preuve physique de son infidélité, Michael ne put plus nier ni minimiser la réalité de ses actes. L'expression sur le visage d'Emily alors qu'elle tenait les lettres était un mélange de chagrin et de résolution, une déclaration silencieuse qu'elle n'était plus intéressée par ses excuses ou ses apologies. La conversation qui suivit fut l'une des plus difficiles de la vie de Michael. Emily demanda la vérité, non seulement sur la liaison mais surtout, les pourquoi, les comment et les maintenant. Michael, dépouillé de ses justifications et confronté à la douleur qu'il avait causée, se retrouva à avouer non seulement la liaison mais aussi ses sentiments d'inadéquation et de peur qui l'avaient conduit sur cette voie. Il parla de ses craintes de la perdre, ce qui, paradoxalement, l'avait poussé à l'acte même qu'il avait commis, les actes qui avaient rompu leur lien. Emily écouta tranquillement, son expression celle de quelqu'un qui assemble les pièces d'un puzzle, essayant de donner un sens au chaos. Quand elle parla enfin, sa voix était calme mais résolue. Elle dit à Michael qu'elle avait besoin de temps et d'espace pour réfléchir à l'avenir de leur mariage, que la confiance entre eux était brisée et qu'elle n'était pas sûre qu'elle puisse être reconstruite. Elle lui demanda de déménager temporairement, un espace physique pour correspondre à la distance émotionnelle qui s'était creusée entre eux. Alors que Michael faisait sa valise,
la réalité de sa situation s'imposant à lui, il ressentit un profond sentiment de perte, non seulement pour la partenaire qu'il avait peut-être perdue, mais aussi pour l'homme qu'il avait été et ne serait peut-être plus jamais. Le trajet jusqu'à la maison de son frère, où il resterait jusqu'à ce que les choses se calment, fut un flou, chaque kilomètre un pas l'éloignant de la vie qu'il avait connue et le menant vers un avenir incertain et importun. Lorsque Michael s'installa temporairement chez son frère, la gravité de sa situation commença à l'envelopper complètement comme une couverture étouffante. Les premières nuits furent sans sommeil, passées à fixer le plafond, à rejouer chaque décision qu'il avait menée ici, à ce point le plus bas. Ses pensées étaient un mélange tumultueux de dégoût de soi et de planification désespérée sur la façon de sauver toute partie de sa vie qui restait intacte. Pendant ce temps, Emily, avec l'espace désormais offert par l'absence de Michael, saisit l'occasion de demander conseil à des amis et à un thérapeute. C'est au cours de ces séances qu'elle commença à reconstituer sa propre part dans leur rupture conjugale, non pas comme une cause de l'infidélité de Michael, mais dans sa réponse à la distance croissante entre eux. Elle réalisa que dans son silence, elle avait permis au fossé entre eux de s'élargir, confondant inaction et maintien de la paix. La confrontation eut lieu quelques semaines après le départ de Michael, lorsqu'Emily accepta de le rencontrer dans un lieu neutre, un parc tranquille où ils avaient autrefois célébré des moments plus heureux. La rencontre fut tendue, chacun saluant l'autre avec une politesse prudente qui était déchirante dans sa formalité. Michael vint préparé à s'excuser, à discuter de thérapie ou de réconciliation, de tout ce qui pourrait combler le gouffre entre eux. Mais Emily avait d'autres projets. Elle était venue exprimer ses sentiments de trahison et d'abandon, sa voix ferme mais pleine de larmes non versées alors qu'elle décrivait la douleur que sa liaison avait causée, non seulement à elle mais aussi à leurs rêves et projets communs. La conversation fut un déversement cathartique pour Emily, qui avait besoin que Michael comprenne toute l'étendue de la destruction qu'il avait provoquée. Pour Michael, la confrontation fut à la fois une torture et une révélation. Il écouta, principalement en silence, tandis qu'Emily détaillait la solitude et le désespoir qu'elle avait ressenti, comment elle était devenue une coquille vide, vivant dans un mariage dépourvu de confiance et d'intimité. Ces paroles le forcèrent à affronter l'égoïsme de ses actions, la prise de conscience qu'il avait sacrifié leur bonheur pour sa propre satisfaction éphémère. C'est au cours de cet échange douloureux que Michael comprit véritablement l'ampleur de sa trahison et le long chemin de pénitence qui l'attendait, si jamais il devait y avoir part. R présentait ces informations aux investisseurs. Son objectif n'était pas seulement de récupérer sa position, mais de s'assurer que l'entreprise pour laquelle elle avait tant travaillé ne serait plus entachée par l'égoïsme d'Isaac. David admirait la résilience d'Anna alors qu'elle examinait méticuleusement chaque détail de ses découvertes. Elle posa des questions réfléchies, s'assurant de bien comprendre les implications de chaque élément de preuve. Malgré la gravité de la situation, Anna resta calme, sa concentration inébranlable. Elle savait que le chemin à parcourir serait difficile, mais elle était prête à l'affronter avec la même force tranquille qu'il avait portée pendant des années où elle avait été négligée et sous-estimée. Alors qu'elle et David finalisaient leur plan, Anna ressentit un regain de détermination. Il ne s'agissait pas seulement d'exposer Isaac. Il s'agissait de retrouver sa voix et la dignité qui lui avaient été si longtemps refusées. Le jour de la réunion décisive avec les investisseurs arriva et Isaac entra dans la salle de conférence avec une confiance injustifiée. Vêtu avec élégance et flanqué de Charlotte, il voyait la réunion comme une autre occasion de consolider son contrôle sur l'entreprise. La salle était remplie d'acteurs clés, leurs visages calmes mais attentifs. Au début de la réunion, Isaac prit la parole, livrant un discours chargé de rhétorique auto-congratulatoire. Il parla longuement de son leadership visionnaire et de son engagement indéfectible envers la croissance de l'entreprise, inconscient du scepticisme subtil gravé sur les visages des investisseurs. Charlotte était assise avec grâce à côté de lui, jouant son rôle avec un charme exagéré, mais l'atmosphère dans la pièce laissait présager une tension qu'Isaac ne parvenait pas tout à fait à identifier. Au milieu de la réunion, une agitation discrète à la porte fit tourner les têtes. Anna entra, sa présence commandant l'attention. Vêtue d'un tailleur sophistiqué mais discret, elle rayonnait de confiance et de sang-froid. La salle se tut alors qu'elle se dirigeait vers l'avant, son calme contrastant vivement avec le malaise croissant d'Isaac. « Pardonnez l'interruption, commença Anna, sa voix assurée mais ferme. Mais je crois que les investisseurs méritent une image complète du parcours de cette entreprise. » Le visage d'Isaac pâlit, et Charlotte se figea, sa façade soigneusement construite s'effondrant. Le ton mesuré d'Anna imposa le silence dans la pièce, et alors qu'elle prenait place à la tête de la table, les investisseurs se penchèrent,
sentant la gravité de ce qui allait se dérouler. Anna commença par raconter les origines de l'entreprise, soulignant les moments clés et les décisions qui avaient façonné son succès. À chaque point, elle s'attribua subtilement mais résolument le mérite des stratégies et des initiatives qui avaient stimulé la croissance. Son récit était étayé par des preuves, documents, courriels et dossiers financiers, présentés avec précision. Les investisseurs écoutaient attentivement, leur intérêt piqué par le contraste frappant entre le professionnalisme calme d'Anna et la posture défensive d'Isaac. Tandis qu'Anna parlait, Isaac tenta d'intervenir, mais ses réponses posées le laissèrent désemparé. Au moment où elle conclut, la salle bruissait de chuchotements. Anna avait effectivement démantelé l'illusion de contrôle d'Isaac, préparant le terrain pour l'exposition complète de sa trahison. La présentation d'Anna révéla non seulement ses contributions, mais aussi la mauvaise gestion et la tromperie d'Isaac. Elle dévoila les anomalies financières que David avait découvertes, détaillant comment Isaac avait détourné les fonds de l'entreprise pour financer son style de vie somptueux et les dépenses de Charlotte. Les réactions des investisseurs allèrent du choc à la colère à mesure qu'ils prenaient conscience de l'ampleur de la trahison d'Isaac. Anna, cependant, resta calme, répondant à leurs préoccupations avec clarté et professionnalisme. Cette entreprise mérite une direction ancrée dans l'intégrité, déclara-t-elle, la voix ferme. Ce que vous voyez devant vous n'est pas la vision que nous nous étions fixée. Mais il n'est pas trop tard pour corriger notre cap. Ces paroles résonnèrent profondément, ne laissant aucun doute sur ses capacités et son engagement. Alors qu'Anna continuait, le malaise de Charlotte devint palpable. Incapable de maintenir plus longtemps son sang-froid, elle tenta de se défendre, affirmant ignorer les agissements d'Isaac. Mais ses faibles arguments ne firent que l'incriminer davantage. Anna répondit avec une dignité tranquille, refusant de se prêter au jeu de Charlotte. Au lieu de cela, elle se concentra sur l'avenir, présentant un plan détaillé pour stabiliser l'entreprise et rétablir la confiance avec les parties prenantes. Sa proposition fut accueillie par des hochements de tête approbateurs, les investisseurs visiblement impressionnés par sa clairvoyance et son sens stratégique. Isaac, quant à lui, resta assis dans un silence stupéfait, ses tentatives pour reprendre le contrôle étant contrecarrées à chaque instant. Pour la première fois, il réalisa toute l'étendue de la force et de l'intelligence d'Anna, des qualités qu'il avait sous-estimées pendant des années. À la fin de la réunion, il était clair de quel côté se rangeaient les loyautés des investisseurs. Hélène, qui avait été sceptique quant au leadership d'Isaac depuis le début, exprima son soutien au plan d'Anna, donnant le ton aux autres. « C'est le leadership dont nous avons besoin », déclara fermement Hélène. La salle résonna d'un accord unanime, ne laissant à Isaac aucune possibilité de réfutation. Alors que la réunion s'achevait, les investisseurs s'approchèrent d'Anna, exprimant leur admiration et leur confiance en ses capacités. Isaac regarda, impuissant, sa façade soigneusement construite s'effondrer sous ses yeux. Anna n'avait pas seulement repris sa place, elle avait aussi exposé les fondations creuses sur lesquelles Isaac avait bâti son prétendu succès. À la fin de la réunion, Isaac se précipita derrière Anna, le désespoir gravé sur son visage. « Qu'est-ce que tu crois faire » siffla-t-il, la voix basse mais tremblante de colère. Anna se tourna pour lui faire face, son expression calme mais inflexible. « Je fais ce que j'aurais dû faire il y a longtemps » répondit-elle. Ces mots portaient une finalité tranquille qui laissa Isaac momentanément sans voix. Pourtant, il refusa d'accepter la défaite, s'accrochant au reste de son ego. « Tu as marqué ton point, dit-il, tentant de reprendre le contrôle du récit. Mais cette entreprise n'existerait pas sans moi. Ils finiront par le voir. » Le regard d'Anna se durcit, son sang-froid inébranlable. « Tu as raison, dit-elle. L'entreprise n'existerait pas sans nous. Mais un seul de nous est resté fidèle à sa vision. » Le déni d'Isaac s'approfondit alors qu'il tentait de discréditer les affirmations d'Anna, l'accusant d'exagérer son rôle et de saper son autorité. Mais Anna était préparée à ces tactiques. Elle présenta calmement des preuves supplémentaires, chaque pièce consolidant davantage sa position. « Il ne s'agit pas de te saper, Isaac, dit-elle, la voix assurée. Il s'agit de la vérité que tu fuis depuis des années. » Ces mots touchèrent une corde sensible, et la colère d'Isaac céda la place à la frustration. Il réalisa que son charme et sa manipulation habituelle n'avaient aucune prise sur Anna. Elle avait évolué au-delà de la femme qu'il contrôlait autrefois, et sa nouvelle force le laissait impuissant. Alors qu'Isaac se retirait dans le silence, Anna prononça ces derniers mots. « Tu m'as dit un jour que le succès exige des sacrifices, dit-elle,
son ton teinté d'une résolution tranquille. J'ai fait des sacrifices, pour toi, pour cette entreprise, pour notre avenir. Mais tu nous as sacrifiés pour ton ego. C'est un prix que je ne paierai plus. Sur ce, Anna s'éloigna, laissant Isaac aux prises avec le poids de ses actions. Pour la première fois, il fut contraint d'affronter la réalité qu'il avait si désespérément tenté d'éviter, une réalité où Anna n'avait plus besoin de lui, et où il était laissé seul face aux conséquences de sa trahison. Charlotte sentit le poids du monde se refermer sur elle alors qu'elle était assise à l'arrière de la voiture d'Isaac après la réunion désastreuse. Son assurance habituelle avait disparu, remplacée par une panique profonde. Elle avait passé des années à façonner son image de partenaire parfaite d'Isaac, charmante, sophistiquée et attentionnée. Pourtant, en une seule réunion, Anna avait démantelé tout ce qu'elle croyait être sûr. La nette préférence des investisseurs pour Anna avait laissé Charlotte vulnérable et exposée, et le silence d'Isaac pendant le trajet du retour était encore plus troublant. Pour la première fois, Charlotte réalisa la précarité de sa position. Isaac avait bâti son empire sur la tromperie, et maintenant que la vérité était révélée, elle risquait de tout perdre. Le désespoir commença à obscurcir le jugement de Charlotte. Elle réfléchit à la manière dont elle pourrait sauver sa relation avec Isaac, croyant que son charme pouvait encore l'influencer. « Isaac, commença-t-elle, la voix douce mais tendue, tu sais que j'ai toujours été à tes côtés. Quoi qu'il arrive, nous pouvons y faire face ensemble. » Mais la réponse sèche d'Isaac, « Pas maintenant », Charlotte indiqua clairement qu'il n'était pas d'humeur pour ses simagrées habituelles. Son cœur se serra lorsqu'elle réalisa qu'Isaac était trop consumé par sa propre chute pour lui offrir le moindre réconfort. Sans son soutien, Charlotte savait qu'elle serait livrée à elle-même, une perspective qui la terrifiait. Elle avait toujours compté sur sa capacité à manipuler les situations à son avantage, mais maintenant, ses tactiques habituelles semblaient futiles. Au fil des jours, Charlotte se retrouva de plus en plus isolée. Isaac évitait ses appels et ses SMS, se concentrant clairement sur le sauvetage de ce qui restait de sa réputation. La décision des investisseurs de soutenir Anna avait provoqué une onde de choc dans l'entreprise, et le nom de Charlotte était désormais synonyme de scandale. Les ragots se répandirent rapidement, et Charlotte devint la cible des moqueries dans le cercle social d'Isaac. Seule dans son appartement, elle commença à réfléchir au choix qui l'avait menée ici. Pour la première fois, elle ne se voyait plus comme la femme glamour qui avait conquis le cœur d'Isaac, mais comme un pion dans son jeu, un pion qui avait maintenant perdu son utilité. La prise de conscience fut brutale, mais elle suscita également une faible lueur de détermination. Charlotte résolut de trouver un moyen de sortir du pétrin qu'elle avait contribué à créer, même si cela signifiait affronter les conséquences de front. Anna se tenait dans son bureau, surplombant la ligne d'horizon de la ville, l'esprit agité par un mélange d'émotions. Les événements de la semaine écoulée n'avaient été rien de moins que transformateurs. Pendant des années, elle s'était sentie invisible dans l'ombre d'Isaac, ses contributions à l'entreprise et à leur mariage rejetées comme insignifiantes. Mais maintenant, elle avait retrouvé sa voix, et la validation des investisseurs avait solidifié sa position de leader redoutable. Pourtant, le chemin à parcourir était intimidant. Si elle avait exposé la trahison d'Isaac, elle savait que maintenir la confiance des investisseurs et diriger l'entreprise vers la stabilité exigerait un effort immense. Anna était prête pour le défi, mais le poids de ses nouvelles responsabilités était indéniable. Malgré son sang-froid apparent, Anna était aux prises avec des moments de doute. Pouvait-elle vraiment reconstruire l'entreprise après les dégâts causés par Isaac? Pouvait-elle diriger avec intégrité tout en naviguant dans le monde impitoyable des affaires? Ses pensées se tournèrent vers David, qui avait été son allié indéfectible tout au long de cette épreuve. Sa foi en ses capacités avait été une source constante de force, et ses encouragements lui rappelaient la résilience qu'elle avait cultivée au fil des ans. Anna résolut de transformer ses doutes en action, sachant que son succès serait la justification ultime, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui avaient douté d'elle. Elle commença à rédiger un plan stratégique, esquissant sa vision de l'avenir de l'entreprise, déterminée à prouver que son leadership pouvait inspirer un réel changement. La réunion suivante du conseil d'administration fut un tournant pour Anna. Elle présenta son plan avec confiance et clarté, répondant aux préoccupations des investisseurs et des employés. Son accent sur la transparence et les pratiques éthiques toucha une corde sensible dans la salle, et au moment où elle termina, les applaudissements furent écrasantes. Hélène, l'influente investisseuse qui avait remis en question le leadership d'Isaac, s'approcha d'Anna par la suite. « Vous avez ce qu'il faut, dit Hélène,
ses paroles pleines de conviction. Ne laissez personne vous faire croire le contraire. Anna ressentit une bouffée de fierté et de gratitude. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit vue, non pas comme la femme d'Isaac, mais comme une leader à part entière. En quittant la réunion, elle ne put s'empêcher de sourire, sachant qu'elle était sur la voie de récupérer tout ce qu'elle avait perdu, et plus encore. Isaac était assis seul dans son bureau faiblement éclairé, fixant son bureau d'un air absent. L'espace autrefois animé qui symbolisait son pouvoir et son succès semblait maintenant étouffant de vide. Les retombées de la réunion des investisseurs avaient été rapides et impitoyables. Ses collègues l'évitaient, les médias avaient transformé son nom en titre de scandale, et même ses plus proches alliés avaient commencé à prendre leur distance. Pour la première fois de sa vie, Isaac ressentit la morsure de la véritable solitude. L'humiliation de voir Anna commander la salle, gagnant le respect et la confiance des investisseurs, tournait en boucle dans son esprit comme un disque rayé. Il l'avait sous-estimé, et le coup de son arrogance était maintenant douloureusement clair. Les pensées d'Isaac se tournèrent vers Charlotte, dont la présence avait autrefois été une source de réconfort et de validation. Mais à la suite de sa chute, sa loyauté s'était évaporée. Elle était partie sans même un au revoir, cherchant probablement refuge dans une autre opportunité. Isaac ressentit une pointe d'amertume en réalisant à quel point leur relation avait peu signifié. Charlotte avait été le reflet de son ego, une distraction superficielle des fissures de son mariage et de ses propres insécurités. Maintenant qu'elle était partie, Isaac était contraint d'affronter le vide de la vie qu'il avait construite. La prise de conscience fut dévastatrice, mais elle le força aussi à reconnaître une vérité qu'il avait longtemps évitée, son succès avait été un château de cartes, et Anna en avait été la fondation depuis le début. Au fil des jours et des semaines, l'humiliation d'Isaac s'approfondit. Les échos du leadership d'Anna se répandirent rapidement, les employés louant sa capacité à créer un environnement de travail plus inclusif et éthique. La performance de l'entreprise commença à se stabiliser sous sa direction, et la confiance des investisseurs en elle se renforça de jour en jour. Isaac, pendant ce temps, était relégué au second plan, son influence réduite à néant, sinon à une mise en garde. Le respect qu'il avait autrefois commandé était maintenant remplacé par la pitié et la dérision. Pour la première fois de sa vie, Isaac comprit la profondeur de ses échecs, non seulement en tant qu'homme d'affaires, mais aussi en tant que mari et partenaire. Le poids de ses regrets était écrasant, mais il savait que la rédemption, si elle était possible, exigerait qu'il affronte l'homme qu'il était devenu et qu'il répare les dommages qu'il avait causés. Le monde d'Isaac sembla se rétrécir davantage alors qu'il faisait face à la réalité de sa disgrâce. Les retombées de la révélation d'Anna furent brutales et implacables. Le PDG autrefois respecté, qui s'était prélassé dans l'admiration de ses pairs, se retrouvait maintenant la cible de moqueries et de chuchotements dans les cercles d'entreprise. La nouvelle que les investisseurs s'étaient rangés du côté d'Anna se répandit comme une traînée de poudre, ternissant sa réputation. D'anciens collègues qui avaient autrefois recherché avidement son approbation l'évitaient désormais complètement. Isaac ne pouvait échapper au sentiment omniprésent d'isolement. Le bureau qu'il avait transformé en symbole de sa domination devint un espace froid et vide. Chaque recoin semblait faire écho à l'ampleur de son échec. Assis derrière son bureau autrefois imposant, Isaac se sentait comme le fantôme de son ancien moi. À son désespoir s'ajoutait l'absence de Charlotte, dont le départ avait été aussi brutal que l'effondrement de sa vie. Son dernier texto, un adieu froid et détaché, laissa Isaac sous le choc. La prise de conscience qu'elle avait été avec lui non par amour, mais pour les avantages que son succès lui procurait, le frappa durement. Dans son désespoir de l'impressionner et de maintenir son illusion de supériorité, il avait détruit le fondement même de sa vie. Avec le départ de Charlotte, Isaac fut contraint d'affronter la vacuité de leur relation. Elle avait nourri son ego, validé ses insécurités et lui avait donné un sentiment de puissance, pourtant, au premier signe de difficulté, elle disparut. Isaac la voyait maintenant pour ce qu'elle était, un miroir reflétant ses propres choix superficiels et son arrogance. Pendant ce temps, le succès d'Anna était indéniable, et Isaac ne pouvait plus ignorer les éloges qui la couvraient. Les employés louaient ses efforts pour créer un environnement de travail collaboratif et éthique. Les investisseurs exprimaient une confiance renouvelée dans l'entreprise sous sa direction. Chaque éloge pour Anna ressemblait à un coup de poignard au cœur d'Isaac, un rappel douloureux de tout ce qu'il avait perdu. Le respect qu'il avait autrefois tenu pour acquis était maintenant fermement dirigé vers Anna. Son humiliation était aggravée par le fait que ses réalisations ne provenaient pas de la vengeance, mais de sa force intrinsèque et de son intégrité.
Pour la première fois, Isaac commença à comprendre la gravité de ses actes et la profondeur de sa trahison, non seulement envers Anna, mais aussi envers lui-même. Pourtant, au milieu de son humiliation, une graine d'introspection commença à germer. Le départ de Charlotte fut le coup de grâce pour Isaac. Après la réunion des investisseurs, Charlotte fit ses valises et partit sans un mot. Elle avait été sa compagne constante, l'incarnation de l'image qu'il voulait projeter au monde. Charmante, soignée et apparemment parfaite. Mais lorsque l'empire d'Isaac commença à s'effondrer, la vraie nature de Charlotte se révéla. Son absence ne fut pas marquée par la colère ou une confrontation dramatique, ce fut plutôt une reconnaissance silencieuse que son rôle dans la vie d'Isaac était terminé. Son départ laissa Isaac seul avec les décombres de ses décisions, amplifiant son sentiment croissant de regret et de prise de conscience. Alors qu'Isaac réfléchissait à sa chute, il commença à voir à quel point il avait tenu Anna pour acquise. Alors qu'il avait été ébloui par l'attrait superficiel de Charlotte, Anna avait été celle qu'il avait soutenue dans ses moments les plus difficiles. Elle avait été l'architecte silencieuse de leur succès, celle qui avait sacrifié ses propres ambitions pour soutenir les siennes. Et pourtant, il avait récompensé sa loyauté. Nécessaire. Il se prépara à la possibilité d'une bataille juridique mais espérait une résolution plus amiable pour le bien de son fils. En même temps, Michael intensifia ses efforts pour comprendre et assumer son rôle de père. Il lut des livres sur la parentalité, assista à des ateliers et demanda conseil à des amis qui étaient parents. Il était déterminé à ne pas répéter les erreurs de son passé, ses actions étant motivées par un profond désir de bien faire pour son fils. Ces préparatifs ne visaient pas seulement à remplir des obligations légales, mais faisaient partie d'un engagement personnel à changer, à construire une relation avec Jacob basée sur la confiance et l'amour plutôt que sur l'obligation. Alors qu'il naviguait dans ces nouvelles eaux, Michael resta conscient de la nature délicate de sa situation, de la nécessité d'équilibrer son enthousiasme pour la paternité avec la réalité de la vie établie d'Emily et de Jacob. C'était une danse de patience et de persévérance, apprenant quand avancer et quand se retenir. Lorsque Michael rassembla enfin le courage d'annoncer à ses parents l'existence de Jacob, la réaction fut mitigée. Sa mère, toujours le cœur empathique de la famille, exprima une profonde tristesse pour les années perdues et la douleur causée, mais elle était aussi pleine d'espoir à la perspective de connaître son petit-fils. Son soutien renforça la résolution de Michael, ses doux rappels de l'importance de la patience et de l'amour le guidant à travers ses émotions tumultueuses. Son père, cependant, fut plus difficile à cerner. Connu pour son attitude stoïque, il fut initialement déçu par les actions passées de Michael, les révélations mettant à nu les conséquences de choix faits à la hâte. Cependant, alors que le choc initial s'estompait, il finit par se rallier, offrant une reconnaissance bourrue du chemin complexe à venir et promettant de soutenir Michael dans ses efforts pour se connecter avec Jacob. La dynamique familiale changea avec cette nouvelle connaissance, les discussions sur la manière de soutenir Michael dans son parcours vers la paternité devenant un thème central de leur réunion. Les parents de Michael, malgré leurs réactions initiales, devinrent des défenseurs de sa relation naissante avec Jacob, offrant leur aide de toutes les manières possibles. Ils discutèrent des visites, des vacances et de l'introduction progressive de Jacob à la famille élargie, chaque conversation étant un pas vers l'intégration de Jacob dans le tissu de leur vie familiale. Ces discussions ne furent pas sans tension, la famille étant aux prises avec la réalité de la situation et leur rôle au sein de celle-ci. Cependant, le sentiment général était celui de la réconciliation et de l'espoir, un engagement collectif à soutenir Michael et à accueillir Jacob à bras ouverts, quelles que soient les circonstances de son arrivée. Dans les semaines qui suivirent les discussions familiales, Michael prit des mesures prudentes et délibérées pour réparer ses torts et se frayer un chemin dans la vie de son fils Jacob. Il commença par envoyer des cadeaux et des lettres à Jacob, chacun soigneusement choisi pour refléter un intérêt sincère pour les passe-temps et les préférences de son fils, qu'il apprit à connaître par l'intermédiaire d'Emily. Ces petites offrandes étaient la manière de Michael de tendre la main, de combler la distance physique et émotionnelle qui les séparait. À côté de ces cadeaux, Michael incluait des lettres écrites à Jacob, expliquant qui il était dans un langage simple et adapté à son âge, partageant des histoires de sa propre enfance, et exprimant son excitation et sa nervosité à l'idée de faire partie de la vie de Jacob. Ces lettres étaient rédigées avec une sincérité palpable, chaque mot imprégné de l'espoir de former un lien, et d'une prière silencieuse pour l'acceptation. Emily, observant de loin, était prudemment optimiste quant aux efforts de Michael. Elle surveillait les réactions de Jacob, sa principale préoccupation étant son bien-être émotionnel. À son soulagement,
Jacob était curieux et réceptif aux cadeaux et aux histoires de son père, posant des questions et s'habituant progressivement à l'idée que Michael soit plus qu'un simple nom dans une histoire. Ces progrès réconfortèrent Emily, qui commença à ressentir un espoir prudent qu'un arrangement de coparentalité puisse peut-être fonctionner après tout. Elle facilita quelques appels vidéo entre Michael et Jacob, supervisant leurs interactions, qui furent maladroites au début mais se remplirent progressivement de moments de connexion authentiques. Cette approche lente et régulière permit à Jacob de se familiariser avec Michael dans un environnement contrôlé et sûr, l'aidant à s'adapter à la nouvelle réalité de sa famille élargie. Malgré la relation naissante entre Michael et Jacob, Emily nourrissait de profondes réserves. Ses souvenirs de la douleur causée par la trahison de Michael étaient encore vifs, les cicatrices n'étant pas entièrement guéries, jetant une ombre de doute sur ses interactions avec Michael. Elle était tiraillée entre son désir de faciliter une relation entre père et fils et son instinct de protéger Jacob d'un chagrin potentiel. Emily discuta de ses préoccupations avec son thérapeute, qui l'aida à naviguer dans ses émotions complexes et ses craintes de réintroduire Michael dans leur vie. Le thérapeute l'encouragea à fixer des limites claires et à communiquer ouvertement avec Michael sur ses attentes et ses craintes. Cette communication fut cruciale car elle jeta les bases de leurs futures interactions. Emily et Michael eurent plusieurs conversations difficiles où ils discutèrent de la dynamique de la coparentalité, des limites et de la manière de gérer les désaccords. Ils convinrent de maintenir leur relation strictement axée sur le bien-être de Jacob, Emily indiquant clairement que toute allusion à un retour à leur relation amoureuse passée était hors de question. Michael comprit et respecta ses limites, reconnaissant pour l'opportunité de faire partie de la vie de son fils et déterminé à ne pas la gâcher. Alors qu'ils naviguaient dans cet équilibre délicat, Emily se trouva impressionnée par la patience et les efforts sincères de Michael, qui ébranlèrent lentement le mur qu'elle avait construit autour de son cœur. Réalisant la complexité de leur situation, Michael et Emily décidèrent de solliciter l'aide d'un médiateur professionnel pour les guider dans la mise en place d'un accord formel de coparentalité. La séance de médiation fut tendue, les deux parties apportant leurs espoirs et leurs craintes à la table. Le médiateur, expérimenté en dynamique familiale, offrit un terrain neutre et aida à faciliter un dialogue constructif entre eux. Ils discutèrent des horaires, des vacances et de la manière de gérer les urgences, chaque sujet étant une étape vers un plan parental complet. Le médiateur souligna également l'importance de la communication et de la flexibilité, éléments clés d'une coparentalité réussie. Au cours de la médiation, Michael et Emily furent contraints d'affronter leurs sentiments passés et présents. Ce fut une séance chargée d'émotions qui leur demanda non seulement de parler de questions pratiques, mais aussi d'écouter les préoccupations et les souhaits de l'autre. Le processus fut cathartique, leur permettant d'exprimer des choses qui n'avaient pas été dites et de mieux comprendre les perspectives de chacun. À la fin de la séance, ils avaient esquissé un plan provisoire qui donnait la priorité aux meilleurs intérêts de Jacob tout en permettant aux deux parents d'être activement impliqués dans sa vie. L'accord constitua une étape importante, marquant une nouvelle phase dans leur relation en tant que coparents. Ce n'était pas seulement une nécessité légale, mais un engagement envers leur fils et envers le maintien d'un environnement paisible et solidaire autour de lui. La première visite de Michael pour voir Jacob sous la supervision d'Emily fut empreinte d'une anticipation nerveuse presque palpable. Il arriva avec un sac à dos rempli de jouets et de livres, espérant gagner quelques faveurs auprès de son fils, conscient que ses premières interactions donneraient le ton à leur future relation. La visite eut lieu chez Emily, un espace à la fois familier et totalement étranger pour Michael. Emily observait tranquillement à distance, sa présence un rappel constant des limites qui définissaient désormais leur interaction. L'après-midi fut un mélange de petites victoires et de pauses maladroites. Jacob était initialement timide, se cachant derrière sa mère, jetant des regards curieux à Michael. Progressivement, alors qu'ils jouaient ensemble, un lien timide commença à se former. Michael était prudent, guidé par les signaux subtils d'Emily, chaque moment passé à jouer ou à lire à Jacob ressemblant à un pas vers la rédemption. Ces visites devinrent plus fréquentes, chacune soigneusement gérée pour équilibrer l'empressement de Michael à créer des liens avec Jacob et le besoin d'Emily de protéger son fils. Les séances étaient courtes, ne durant que quelques heures à chaque fois, mais elles étaient denses de signification. Michael apprit à lire les humeurs et les intérêts de Jacob, découvrant lentement comment l'engager de manière à la fois amusante et significative. Emily, de son côté, se surprit à analyser chaque interaction, tiraillée entre son espoir que Jacob est son père dans sa vie et ses craintes persistantes concernant la constance et l'engagement de Michael. Au fil du temps, les visites devinrent moins maladroites, évoluant vers une danse prudente d'interaction familiale où Michael et Emily apprirent tous deux à naviguer dans leur rôle de coparents selon les nouvelles conditions qu'ils s'étaient fixées.
La paternité était à la fois plus merveilleuse et plus intimidante que Michael ne l'avait jamais imaginé. Chaque visite à Jacob révélait de nouvelles facettes de sa personnalité et de ses intérêts, et Michael se réjouissait à l'avance de ses découvertes. Il apprit à garder une réserve des collations préférées de Jacob et à jouer à ses jeux favoris, se délectant des éclats de rire vifs qui remplissaient la pièce lorsqu'ils jouaient ensemble. Mais ces moments de joie étaient aussi parsemés de défis. Il y avait des jours où Jacob était capricieux et ne voulait pas s'engager, et Michael devait apprendre l'art délicat de la patience et les mots justes pour apaiser une crise de colère ou un accès de tristesse. Michael chercha également des conseils dans des livres sur la parentalité et des forums en ligne, désespéré de rattraper le temps perdu et déterminé à être le meilleur père possible. Il s'informa sur les étapes du développement de l'enfant, essayant de comprendre les besoins de Jacob et comment il pouvait y répondre. La courbe d'apprentissage fut abrupte, et bien que Michael se sentît parfois dépassé, il était aussi profondément reconnaissant pour la seconde chance qui lui avait été donnée. Ses efforts ne passèrent pas inaperçus aux yeux d'Emily, qui vit l'effort sincère que Michael mettait dans la paternité. Son appréciation réservée fut un baume pour les craintes de Michael, et cela l'encouragea à continuer à s'efforcer, à continuer à apprendre comment être le père dont Jacob avait besoin. Au fil des semaines qui se transformèrent en mois, la timidité initiale de Jacob envers Michael se mua en un enthousiasme naissant. Il commença à poser des questions sur son père quand il n'était pas là, ses demandes un mélange de curiosité et d'affection qui réchauffait le cœur de Michael. Michael, à son tour, chérissait ses liens grandissants, chaque visite ajoutant une couche de profondeur à leur relation. Il était là pour les petites victoires de Jacob, son premier vélo roulé avec succès sans petits trous, ses œuvres d'art de l'école, et ses questions aléatoires et réfléchies sur le monde. Chacun de ces moments était un point dans le tissu de leur relation, réparant le passé avec des fils de nouveaux souvenirs. Pour Emily, observer le lien entre Michael et Jacob grandir était une expérience émotionnelle complexe. Elle ressentait un mélange de soulagement et de malaise, de bonheur pour Jacob, et une méfiance résiduelle quant à l'implication de Michael. Ses émotions étaient un tourbillon, la laissant souvent épuisée et incertaine. Cependant, elle ne pouvait nier les effets positifs de la présence de Michael dans la vie de Jacob. Cela se voyait dans les humeurs plus joyeuses de Jacob et dans ses conversations de plus en plus fréquentes sur « papa ». Emily luttait avec ses sentiments, essayant de concilier la réalité naissante de leur nouvelle dynamique familiale avec les cicatrices des trahisons passées. Ce fut un processus lent et souvent douloureux, mais elle commença à reconnaître l'effort sincère que Michael faisait, ce qui rendit légèrement plus facile de baisser sa garde, petit à petit. Reconnaissant le besoin d'un accompagnement professionnel pour naviguer dans leur dynamique familiale compliquée, Emily et Michael commencèrent à assister à des séances de thérapie familiale avec Jacob. Ces séances étaient conçues pour créer un espace où chacun pouvait exprimer ses sentiments et apprendre des façons saines d'interagir. La thérapeute, Dr Lina, était habile à faciliter les conversations difficiles, les aidant à explorer leur rôle au sein de cette nouvelle structure familiale. Pour Michael, les séances furent révélatrices, dévoilant la profondeur de la douleur d'Emily et la résilience avec laquelle elle avait affronté les défis de la monoparentalité. Pour Emily, les séances offrirent une plateforme pour exprimer ses craintes et ses attentes concernant le rôle de Michael dans la vie de Jacob. Les séances de thérapie les aidèrent progressivement à comprendre et à anticiper les défis de la coparentalité. Ils apprirent des stratégies de communication qui leur permirent de discuter de leurs préoccupations et de coordonner leurs efforts sans conflit. Jacob, lui aussi, bénéficia de ces séances. Bien que jeune, il était perspicace et sensible aux tensions entre ses parents. La thérapie aida à normaliser la nouvelle dynamique familiale, le faisant se sentir en sécurité et aimé par ses deux parents. En poursuivant les séances, Michael et Emily commencèrent à se voir sous un nouveau jour, non plus seulement comme d'anciens conjoints mais comme des partenaires dans la parentalité, tous deux engagés pour le bien-être de Jacob. Alors que Michael s'impliquait davantage dans la vie de Jacob, leur situation devint inévitablement plus visible pour le monde extérieur. Amis, voisins et collègues commencèrent à remarquer les changements, et avec ces observations vint une variété de réactions. Certains étaient encourageants, offrant des mots gentils et des encouragements, ravis de voir Michael jouer un rôle actif dans la vie de son fils. D'autres étaient plus sceptiques, chuchotant des doutes sur la sincérité de son engagement et la faisabilité de leur arrangement. Michael et Emily durent tous deux naviguer dans ce scrutin social, faisant face à des jugements et devant expliquer à plusieurs reprises leur situation à leur entourage. Cette exposition publique fut difficile pour Emily, qui appréciait sa vie privée et avait réussi à garder ses luttes largement pour elle-même.
Elle se retrouva à défendre sa décision de permettre à Michael de revenir dans la vie de Jacob, ressentant parfois le besoin de justifier ses choix auprès de personnes qui ne comprenaient pas pleinement la complexité de leur situation. Michael fit face à ses propres défis, gérant la stigmatisation d'être un père initialement absent. Il apprit à se concentrer sur les aspects positifs, puisant sa force dans le soutien de ceux qui se souciaient vraiment et comprenaient. Ensemble, Emily et Michael apprirent à protéger Jacob de toute réaction négative, présentant un front uni pour protéger leur fils des effets potentiellement néfastes de l'opinion publique. À l'approche du 4e anniversaire de Jacob, Emily invita Michael à participer à la célébration, marquant un moment important dans leur parcours de coparentalité. L'invitation était un témoignage des progrès qu'ils avaient accomplis, un signe qu'Emily faisait suffisamment confiance à Michael pour l'inclure dans un événement aussi important. Michael fut profondément touché par ce geste, conscient de sa signification et déterminé à rendre cette journée spéciale pour Jacob. La fête fut une petite affaire, avec la famille proche et les amis, un environnement où Jacob se sentait aimé et heureux. La présence de Michael fut bien accueillie, et il prit plaisir à pouvoir célébrer ouvertement l'étape importante de son fils. L'anniversaire n'était pas seulement une célébration de l'âge de Jacob, mais aussi des étapes qu'ils avaient tous franchies en tant que famille. L'implication de Michael dans l'organisation de la fête et son interaction avec la famille d'Emily et leurs amis communs aidèrent à consolider son rôle de père de Jacob aux yeux de la communauté. C'était une réaffirmation de son engagement, une occasion de montrer à tous, y compris à Emily, qu'il prenait ses responsabilités au sérieux. Pour Emily, l'événement fut doux amer, rempli de moments de joie en regardant Jacob heureux et entouré d'amour, mais aussi de moments de réflexion sur le parcours qui les avait menés à ce point. Le succès de la journée fut un indicateur plein d'espoir des futures célébrations et étapes qu'ils pourraient partager en tant que coparents, chaque pas en avant renforçant les fondations qu'ils construisaient pour Jacob. Lors d'une de leurs séances régulières de thérapie familiale, le docteur Lena encouragea Michael et Emily à discuter de leur passé, à affronter la douleur et la trahison, et à discuter ouvertement de leurs sentiments à ce sujet. Cette séance fut particulièrement intense, car Michael et Emily se plongèrent dans des souvenirs douloureux et l'impact de la liaison de Michael sur leur vie. Michael exprima un profond remords pour ses actions, articulant la culpabilité et la honte qu'il avait hantée depuis leur séparation. Il reconnut la douleur qu'il avait causée à Emily et les répercussions sur leur famille et amis. Emily, à son tour, partagea son parcours de guérison, la solitude et la résilience qui avaient défini sa vie depuis leur rupture. Cette reconnaissance du passé fut cruciale pour eux deux, car elle leur permit de traiter des sentiments non résolus et de reconnaître la croissance qu'ils avaient tous deux subie. Ce fut une conversation douloureuse mais curative, qui aida à clarifier les choses et à jeter des bases plus solides pour leurs interactions futures. La thérapeute les guida à travers ce processus, s'assurant que chacun ait l'occasion de parler et d'être entendu, et les aidant à formuler des moyens de gérer des problèmes similaires à l'avenir. Cette séance fut un moment charnière dans leur thérapie, car elle leur permit d'avancer avec une compréhension plus claire des perspectives et des sentiments de l'autre, un pas vers la guérison des blessures du passé. Au moment même où Michael et Emily trouvaient un semblant de stabilité dans leur relation de coparentalité, Lorraine réapparut dans la vie de Michael, un écho indésirable d'erreurs passées. Elle contacta Michael de manière inattendue, prétendant avoir besoin de clore leur propre passé non résolu. Son retour menaçait de perturber l'équilibre délicat que Michael et Emily avaient mis tant d'efforts à atteindre. Michael, conscient des dommages potentiels que Lorraine pourrait causer, était tiraillé entre un sentiment d'obligation de traiter avec Lorraine et la nécessité de protéger sa famille de tout nouveau bouleversement. Michael décida de rencontrer Lorraine dans un lieu public, espérant garder la rencontre contrôlée et brève. Il fit. Sa maison, autrefois lieu de tension et d'émotions non résolues, se transforma en un sanctuaire rempli de rire, de musique et de créativité. En renouant avec ses anciens amis, Anna réalisa à quel point elle s'était isolée pendant son mariage. Elle les invita à dîner, ravivant des liens qui avaient été négligés. David, son allié fidèle, se joignait souvent à ces rassemblements, offrant son esprit et sa sagesse habituelle qui maintenaient une ambiance légère. Il encouragea Anna à partager son parcours avec d'autres, suggérant que son histoire pourrait inspirer des femmes confrontées à des difficultés similaires. Avec son aide, Anna commença à prendre la parole lors d'événements communautaires, partageant ses expériences de résilience et de croissance. Chaque discours lui rappelait la force qu'elle avait acquise, transformant sa douleur en un phare d'espoir pour les autres. Sur le plan professionnel, la transformation d'Anna reflétait sa croissance personnelle. Son style de leadership, ancré dans l'empathie et l'intégrité,
devint une référence pour d'autres dans le monde de l'entreprise. Elle noua des relations avec ses employés, s'informant de leurs aspirations et de leurs difficultés, et s'assurant que l'entreprise offrait des opportunités de croissance. Son approche inclusive suscita la loyauté et le respect, non seulement parmi son personnel mais aussi de la part des investisseurs et des leaders de l'industrie. Le succès de l'entreprise sous sa direction devint un témoignage de sa vision, prouvant que la compassion et l'ambition pouvaient coexister. David avait été le roc d'Anna à travers chaque défi, offrant un soutien et des encouragements indéfectibles. Sa présence devint une constante dans sa vie, une main ferme la guidant alors qu'elle se reconstruisait et reconstruisait son entreprise. Avec le temps, leur lien s'approfondit en quelque chose de plus profond. Bien qu'ils aient toujours partagé une amitié platonique, Anna commença à remarquer les petites choses chez lui, la façon dont il écoutait attentivement, son rire contagieux et la force tranquille qu'il dégageait. Ces prises de conscience suscitèrent des émotions qu'elle n'avait pas ressenties depuis des années, la laissant à la fois excitée et appréhensive à l'idée d'explorer un nouveau chapitre de sa vie. David, lui aussi, sembla reconnaître le changement dans leur relation. Il commença à passer plus de temps avec Anna en dehors de leurs interactions professionnelles, l'accompagnant à des événements caritatifs et l'aidant à réfléchir à de nouvelles idées pour l'entreprise. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur son porche à regarder le coucher du soleil, David avoua combien il admirait sa résilience et sa croissance. Il admit qu'il avait toujours profondément tenu à elle mais avait respecté son besoin de guérir et de trouver ses marques d'abord. Ses paroles étaient sincères, exemptes de pression ou d'attente, laissant à Anna un sentiment de sécurité et de chaleur qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Malgré ses sentiments croissants, Anna hésita à franchir le pas suivant. Son parcours de découverte de soi lui avait appris l'importance de prioriser ses propres besoins et de ne pas se perdre dans une relation. Elle appréciait la présence de David mais voulait s'assurer d'entrer dans toute relation amoureuse en tant que personne entière et indépendante. Ensemble, ils convinrent de prendre les choses lentement, permettant à leur lien d'évoluer naturellement. Leur respect mutuel et leur compréhension devinrent le fondement d'une connexion qui promettait d'être aussi durable que nourrissante. La chute d'Isaac avait été à la fois humiliante et transformatrice. Dépouillé de sa position et de son influence, il affronta la dure réalité de ses actes et de leurs conséquences. Sans le luxe de son style de vie antérieur, Isaac fut contraint d'affronter ses défauts et d'assumer la responsabilité de la douleur qu'il avait causée. La thérapie devint un élément essentiel de son parcours, l'aidant à déballer des années d'arrogance, d'insécurité et de sentiment de supériorité. Grâce à ces séances, il réalisa à quel point il avait sous-estimé les contributions d'Anna et la profondeur de ses sacrifices pour lui. Déterminé à reconstruire sa vie, Isaac chercha des moyens de réparer ses torts. Il contacta d'anciens employés qu'il avait lésés, présentant des excuses sincères et sollicitant leur pardon. Son humilité en surprit beaucoup, y compris Anna, qui remarqua l'effort sincère qu'il faisait pour changer. Isaac se consacra également au service communautaire, faisant du bénévolat dans des refuges locaux et encadrant de jeunes entrepreneurs. Ces actes de pénitence, bien que modestes, lui donnèrent un sens à sa vie et lui permirent de renouer avec les valeurs qu'il avait perdues en cours de route. Bien qu'Anna appréciât les efforts d'Isaac, elle resta prudente. Elle voyait la sincérité dans ses actes mais savait que le pardon n'équivalait pas à la réconciliation. Elle l'encouragea à poursuivre son chemin d'amélioration personnelle, lui rappelant que la véritable rédemption venait de la constance et de l'authenticité. Le parcours d'Isaac était loin d'être terminé, mais sa volonté de changer marqua le début d'un nouveau chapitre de sa vie, un chapitre où il pourrait enfin commencer à se reconstruire, non pas comme l'homme qu'il était autrefois, mais comme l'homme qu'il aspirait à devenir. Sous la direction d'Anna, l'entreprise connut une transformation remarquable. Elle mit en œuvre des politiques qui donnaient la priorité à la transparence, au bien-être des employés et à l'innovation, créant un environnement où la créativité s'épanouissait. Son approche inclusive inspira la loyauté parmi les employés, dont beaucoup s'étaient sentis sous-estimés pendant le mandat d'Isaac. Le flair d'Anna pour identifier les talents mis en avant de nouvelles idées, conduisant à des projets révolutionnaires qui captèrent l'attention de l'industrie. Les bénéfices de l'entreprise montèrent en flèche, et sa réputation d'entreprise visionnaire attira des clients et des investisseurs de premier plan. Les médias prirent note, louant fréquemment le style de leadership d'Anna comme une approche révolutionnaire de la gestion d'entreprise. Pour Anna, cependant, les éloges étaient secondaires par rapport à la satisfaction de voir ses employés s'épanouir dans un espace bâti sur le respect mutuel et la collaboration. Au fur et à mesure que le profil de l'entreprise augmentait, Anna se retrouva propulsée sous les feux de la rampe.
Les invitations à prendre la parole lors de conférences et d'événements de l'industrie affluèrent, et elle saisit l'occasion de partager son histoire. Ses discours résonnèrent profondément, en particulier auprès des femmes et des jeunes entrepreneurs, qui la voyaient comme un symbole de résilience et d'autonomisation. Le parcours d'Anna, d'épouse discrète et négligée à redoutable chef d'entreprise, toucha une corde sensible, inspirant d'innombrables personnes à poursuivre leurs ambitions sans complexe. Elle réfléchissait souvent à l'ironie du sort, l'adversité même qu'elle avait rencontrée dans son mariage avait catalysé sa croissance. Bien que les projecteurs fussent parfois intimidants, Anna resta ancrée, attribuant toujours son succès à son équipe et aux leçons tirées de ses luttes. Isaac, observant de loin, ne put s'empêcher de ressentir un mélange de regret et d'admiration. La femme qu'il avait autrefois sous-estimée était maintenant une force avec laquelle il fallait compter, ses réalisations surpassant tout ce qu'il avait accompli. Bien qu'il ait travaillé à reconstruire sa vie, Isaac savait qu'il ne pourrait jamais retrouver l'influence qu'il exerçait autrefois. Pourtant, plutôt que d'envier le succès d'Anna, il commença à le considérer comme un témoignage de sa force et du potentiel qu'il n'avait pas su voir. Discrètement, il la soutint de loin, reconnaissant que son ascension était autant une victoire pour l'entreprise que pour elle. La vie personnelle d'Anna s'épanouit parallèlement à ses triomphes professionnels. Elle avait commencé à explorer la possibilité d'un avenir avec David, dont le soutien indéfectible avait été une source constante de force. Leur amitié s'était approfondie avec le temps, évoluant vers quelque chose de plus profond. David admirait le courage et la résilience d'Anna, tandis qu'Anna trouvait du réconfort dans sa présence constante et son attention sincère. Ils passaient souvent des soirées à discuter de tout, des stratégies commerciales aux rêves personnels, trouvant de la joie dans la compagnie de l'autre. Bien qu'Anna fût prudente à l'idée de se lancer dans une nouvelle relation, elle ne pouvait ignorer le bonheur que David apportait dans sa vie. Lentement mais sûrement, elle s'autorisa à imaginer un avenir où l'amour et le partenariat pourraient coexister avec son indépendance. Isaac, pendant ce temps, continuait à œuvrer à sa rédemption. Il se consacra à de plus petites entreprises, utilisant son expérience pour encadrer de jeunes entrepreneurs. C'était sa façon de redonner et de se prouver qu'il pouvait encore contribuer positivement au monde. Bien que les pertes qu'il avait subies fussent douloureuses, Isaac trouva du réconfort en sachant que ses erreurs avaient conduit à la croissance remarquable d'Anna. Occasionnellement, il la contactait, offrant des félicitations ou partageant un souvenir affectueux. Leur conversation, bien que brève, était amicale, reflétant une compréhension mutuelle que leur passé commun avait façonné leur présent. Isaac ne se faisait aucune illusion de raviver leur relation mais trouvait la paix en sachant qu'Anna s'était épanouie malgré ses défauts. Au fur et à mesure que la relation d'Anna et David grandissait, leurs projets pour l'avenir aussi. Ils rêvaient de construire non seulement une vie ensemble, mais aussi des projets qui laisseraient un impact durable sur la communauté. Que ce soit par la philanthropie ou des entreprises commerciales, leur vision commune était de créer des opportunités pour les autres. Pour Anna, ce nouveau chapitre était un rappel que la vie, bien qu'imprévisible, pouvait encore offrir beauté et joie lorsqu'elle était abordée avec un cœur ouvert. Par une fraîche soirée d'automne, Anna se tenait sur le balcon de sa maison, surplombant la ville qui avait été le théâtre de ses épreuves et de ses triomphes. La célébration de l'anniversaire de l'entreprise avait été un succès retentissant, réunissant employés, clients et leaders de l'industrie pour honorer ses réalisations. En réfléchissant au chemin qu'il avait mené ici, Anna ressentit un immense sentiment de gratitude. La femme qu'elle avait été quelques années auparavant, une épouse dévouée discrètement mise à l'écart, était méconnaissable par rapport à la dirigeante confiante sur d'elle qu'elle était devenue. La douleur de la trahison et les luttes auxquelles elle avait été confrontée ne l'avaient pas définie, mais l'avaient plutôt propulsée vers un avenir qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. David la rejoignit sur le balcon, lui tendant un verre de vin. « Tu as fait du chemin, Anna, dit-il, la voix pleine d'admiration. » Anna sourit, le cœur empli. Elle pensa aux personnes qui avaient fait partie de son parcours, ses employés, son fidèle ami David, même Isaac, dont les actions avaient involontairement déclenché sa transformation. Bien qu'elle eût toutes les raisons de ressentir du ressentiment envers le passé, Anna choisit plutôt de le considérer comme une série de leçons qu'il avait façonnées en la personne qu'elle était aujourd'hui. Avec David à ses côtés et un avenir radieux devant elle, elle se sentait prête à embrasser tout ce qui viendrait ensuite. Alors que la soirée tirait à sa fin, Anna s'adressa à l'assemblée, sa voix assurée et pleine de conviction. « Le succès de cette entreprise n'est pas seulement le mien, dit-elle. Il appartient à chaque personne qui a cru en l'intégrité, au travail acharné et au pouvoir des secondes chances. Ensemble,
Nous avons prouvé que même face à l'adversité, nous pouvons nous relever, reconstruire et prospérer. Les applaudissements qui suivirent furent assourdissants, témoignage du respect et de l'admiration qu'Anna avait gagné. En regardant les visages de ceux qui l'avaient soutenue, Anna ressentit un sentiment de satisfaction inébranlable. Son voyage avait bouclé la boucle, et elle était prête pour le prochain chapitre, une vie définie non par la trahison, mais par la force, l'amour et des possibilités infinies. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.